Alors, un peu de veille technologique intéressante, j'espère. Ici, vous avez une vidéo qui est assez édifiante, je trouve, qui vous explique. Alors, ça parle de site web, mais c'est applicable à d'autres choses aussi. Une vidéo qui vous explique pourquoi les beaux sites web ne fonctionnent pas pour faire de la conversion. Vous connaissez la conversion dans le web, vous savez me dire ce que c'est la conversion? Parce que c'est le temps de gens qui viennent voir le site et qui peuvent scanner. C'est ça, qui passe commande ou qui, au minimum, s'inscrivent en tant que client sur le site, demandent des informations, engagent quelque chose, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion, en fait. Donc, c'est ce qu'ils disent ici, Why Beautiful Websites Don't Convert. Et je vous propose de regarder la vidéo parce que je pense que c'est intéressant. Ça va vous faire l'anglais en plus parce qu'il se trouve qu'elle est en anglais. Allez. Bon, donc une vidéo ici. Pourquoi les sites web jolis ne font pas de conversion? Donc d'abord, la conversion, vous savez ce que c'est évidemment ou pas? Tout le monde voit la conversion? Donc c'est le fait que le client qui visite le site bien passe à l'action, soit il s'inscrit en tant qu'utilisateur, soit il explore, mais l'ultime conversion, c'est qu'il achète quelque chose, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous explique ici. C'est contre-intuitif, on pourrait penser, oui, vous faites des sites web hyper modernes, graphiques, intéressants, avec du parallaxe scrolling, avec plein de choses, avec des icônes qui bougent, du call to action, le CTA, vous connaissez le CTA, le call to action. Donc c'est inciter les gens à cliquer, notamment avec des icônes qui bougent, des icônes animées. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas nécessairement. Sauf, et c'est ce qu'il va dire dans la vidéo, si les gens, pour des sites web comme le site de Apple par exemple, parce que les gens viennent et ils savent déjà qu'ils veulent acheter, donc le fait que ce soit graphique et qu'il y ait des choses animées, etc., ce n'est pas un frein. Mais donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît assez intéressant. Vous avez vu le site web qu'il proposait en tant que site web qui fonctionne, le site web moche. Il a même été jusqu'à utiliser la police Comic Sans. La police Comic Sans qui normalement est bannie, qui est vraiment la police ver de terre de Microsoft, donc en forme de ver de terre, qu'on n'utilise jamais. À moins, voilà, on laisse ça aux petites associations qui ne savent pas ce qu'elles font au niveau communication. Mais là, il a montré un site web qui, d'après lui, fonctionnerait mieux qu'un site web avec un beau design. D'accord, là, il dit de faire un test AB. Est-ce que quelqu'un ici voit ce que ce sont les tests AB? C'est plusieurs possibilités. Ouais, c'est en marketing, ça vient du marketing. Quand on met au point un produit, on peut utiliser donc un panel d'utilisateurs type qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit. On leur met deux produits, en fait. On leur met à disposition deux produits et on leur demande lequel est le meilleur des deux, le produit A, le produit B. Mais sauf que ça marche pas très bien quand on fait ça. Les gens ne savent pas souvent bien décider, et ils tergiversent. Et donc, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Les tests AB, on fait deux groupes expérimentaux. Un groupe qui va recevoir le produit A, un groupe qui va recevoir le produit B. On teste leur réaction à chacun et puis on voit par statistique quel est le produit qui remporte le meilleur, le meilleur engouement. Voilà. Donc les tests AB, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de se triturer la tête à essayer de trouver le produit parfait, mais faisons des tests. On a deux versions du même produit, du même site web, du même design, et on teste pour voir lequel est le meilleur. Dernièrement, YouTube a mis au point quelque chose de similaire. Vous voyez de quoi je veux parler? Ils ont mis quelque chose de vraiment très similaire au test AB pour voir qu'est-ce qui emporte le mieux. Non, pas les shorts, non. C'est quelque chose d'assez récent, ça date d'il y a moins de 6 mois, c'est en 2024. Des vidéos qu'on nous propose?
Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment un truc que vous êtes passé à côté, apparemment. Pas sur YouTube. Vous n'êtes pas sur YouTube. Pourtant, c'est une plateforme qui va devenir... C'est quelque chose, mais c'est normal. Ah, pour communiquer, non. Ah non, vous n'aimez pas, c'est Yvel. C'est ça? Ça, Vous n'aimez pas. c'est pas que je n'aime pas, je ne pense pas. Vous savez que ça va remplacer la TV, ça devient vraiment très très gros, ça va remplacer... C'est tendu, mais Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait... Meta propose dans mes publications Facebook, par exemple, de ces 2 publications, ça a été sur aussi AB et comme ça, c'est la clé. Voilà, mais c'est ça sur YouTube, en fait, ce sont les miniatures. Les miniatures, créer des miniatures. Hein. Donc avant qu'on clique sur la vidéo, là, vous voyez la miniature, qui fait à peu près, dans sa taille maximale, je pense que ça doit être 400 pixels, mais c'est votre de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, mais la miniature qui peut coûter des milliers d'euros. Il y a des gens spécialisés dans la création de miniatures pour les influenceurs. Les influenceurs peuvent payer quelqu'un 1000, 2000, 4000 euros pour créer une miniature qui va amener du clic. Eh bien, maintenant, YouTube propose de tester différentes miniatures et de voir laquelle fonctionne le mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu du test AB. Voilà, avec des statistiques, des retours sur expérience. Voilà, il y a des statistiques. Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Forcément, si vous vous intéressez pas extrêmement à YouTube, voilà. Donc, ta fille de 12 ans est toujours sur YouTube. Ah, moi, j'ai 3 filles, elles sont aussi beaucoup sur YouTube. J'ai l'impression que c'était passé. Que c'est dépassé. Ah, mais non, ça se développe. Les parents, quelque chose, tu tournes, ouais, je vais aller sur YouTube, c'est sûr. Il y a TikTok qui, évidemment, est la grande application pour l'instant, mais YouTube, avec ses shorts, c'est un peu planté, mais pour des vidéos plus longues, ça reste intéressant. Mais c'est vrai qu'on a dit que ça allait péricliter, que ça allait être moins intéressant, que ça allait être concurrencé, mais apparemment, ça rebondit bien. Ça rebondit bien, ça va vraiment remplacer beaucoup de chaînes de TV. Bon, ça fait des années qu'on le dit, mais la télévision traditionnelle linéaire, hein, comme on dit linéaire, oui, vous comprenez le terme linéaire, le média linéaire, tout le monde voit. Faites bien de le dire quand vous ne voyez pas. Un média linéaire, ça veut dire que c'est un flux continu et vous n'avez pas le choix d'aller en arrière, de choisir ce que vous voulez regarder. C'est sur la chaîne. Hein. Vous regardez une chaîne, vous n'avez pas le choix de regarder autre chose que ce que la chaîne propose. C'est linéaire. Voilà. C'est ça qu'on appelle un média linéaire. Donc tout ce qui est média linéaire. Mais là aussi, il faut tempérer parce qu'apparemment les jeunes regardent quand même encore la télévision de manière assez surprenante. Donc, très intéressant et applicable à tout ce qui concerne le graphisme et la communication. La surcharge cognitive, en anglais le cognitive overload. Donc, le fait que les gens ont, comme il le dit, une capacité réduite à traiter beaucoup d'informations et donc, quand il y en a trop, c'est contre-productif. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le CTA, le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Donc, le but, c'est que les gens cliquent sur un bouton. Et donc, il est en train de dire que le bouton, s'il a une couleur vraiment différente du reste de l'interface, c'est bien, parce qu'on ne voit plus que ça. Autre chose, il a parlé des blank space, donc les espaces vides. Donc, il dit que c'est pas si grave si votre site web n'a pas d'espace vide, parce que c'est une règle en graphisme. Normalement, on doit créer l'espace vide. Si vous regardez un beau magazine sur la mode ou des choses comme ça, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'espaces vides. C'est pas du remplissage de texte ou de photos. Il y a beaucoup de blanc. Ça augmente le côté haut de gamme. Mais donc, lui est en train de dire qu'un site web qui fonctionne, c'est pas nécessairement un site web qui a beaucoup d'espaces vides, comme on le voyait d'ailleurs dans l'exemple du site avec la fusée. Donc, faites des tests AB, faites différentes versions du site web, voyez comment les gens réagissent, du site web ou de toute communication. À partir du moment où c'est numérique, vous pouvez le faire sans que ça coûte. Évidemment, si c'est pour l'impression, ça va coûter plus cher de faire différentes versions. Mais le numérique permet ça. Les applications, voilà, vous faites des applications, vous avez la possibilité de faire différentes versions et voir lesquelles fonctionnent le mieux, les tests AB. Mais alors, quelque chose de très intéressant qu'il a dit ici, c'est que pendant que les gens utilisent votre application, votre site web, votre communication numérique, ouais, vous pouvez
voir comment ils réagissent et corriger le produit. Parce que c'est une erreur habituelle quand on fait des produits numériques et même quand on fait des produits de manière générale, c'est de vouloir que le produit soit parfait avant de le diffuser. Il faut pas. Il vaut mieux ne pas trop attendre avant de diffuser quelque chose, surtout si c'est quelque chose à propos de l'actualité, quelque chose, une idée que vous avez, que vous développez. Il vaut mieux être le premier à la sortir, même si le produit numérique ne fonctionne pas de manière nickel. Alors bien sûr, si on parle d'un vrai produit dans la vraie vie, un batteur de blanc d'œuf en neige, s'il fonctionne pas super bien, ça va poser un problème. Mais le numérique, les applications, vous pouvez faire des tests et corriger. Donc, surtout, n'attendez pas que ce soit parfait. Utilisez les utilisateurs pour avoir du feedback et corriger le produit au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode. Le bêta, finalement, c'est un peu ça. On fait une version bêta. C'est une version bêta, oui, en quelque sorte. Mais sauf que une version bêta, en principe, elle est limitée au niveau du nombre d'utilisateurs qui y touchent. Tandis que là, on parle vraiment du produit qui est utilisé par tout le monde. Donc, ça peut être pour plein de choses, produits numériques que vous faites. Le numérique permet de corriger en cours de route, donc n'hésitez pas. Donc, il dit d'éviter les animations qui vont de haut en bas parce que le regard doit aller de gauche à droite vers le call to action. Il a parlé aussi, si vous voulez absolument mettre des animations, mettez-les dans le haut de la page. Donc, voilà, pour venir en support de la communication qui se trouve en dessous, mais l'animation n'est pas l'élément principal. Ça, c'est très intéressant. Il va montrer un site web qui est destiné à des décideurs dans un hôpital. Donc, pas à des clients, pas au personnel, mais aux dirigeants. Et vous allez voir que le site web est assez peu ergonomique, il est très chargé, donc beaucoup d'informations pour convaincre de passer à un système informatique nouveau. Voilà, donc avez-vous des remarques, questions, interrogations philosophiques J'espère que ceci, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. Pour moi, je pense que c'est intéressant, parce que ça, c'est transposable à beaucoup de communications par le visuel. Ouais. Pas de questions? OK. Bon, donc une vidéo ici. Pourquoi les sites web jolis ne font pas de conversion? Donc d'abord, la conversion, vous savez ce que c'est évidemment, ou pas? Tout le monde voit? La conversion. Donc c'est le fait que le client qui visite le site bien passe à l'action, soit il s'inscrit en tant qu'utilisateur, soit il explore, mais l'ultime conversion, c'est qu'il achète quelque chose, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous explique ici. C'est contre-intuitif, on pourrait penser, oui, vous faites des sites web hyper modernes, graphiques, intéressants, avec du parallaxe scrolling, avec plein de choses, avec des icônes qui bougent, du call to action, le CTA, vous connaissez le CTA, le call to action. Donc c'est inciter les gens à cliquer, notamment avec des icônes qui bougent, des icônes animées. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas nécessairement. Sauf, et c'est ce qu'il va dire dans la vidéo, si les gens, pour des sites web comme le site de Apple par exemple, parce que les gens viennent et ils savent déjà qu'ils veulent acheter, donc le fait que ce soit graphique et qu'il y ait des choses animées, etc., ce n'est pas un frein. Mais donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît assez intéressant. Avant qu'on démarre, une question, une interrogation philosophique Non? Impressive parallax animations and beautiful graphics are often like the best way to decrease your sales if you have a poorly performing website. Distracted, annoyed, and not willing to click. Ugly websites seem to perform better. Let's find out why. There's this misconception among startups and designers and people building products that they need a beautiful website in order to make good sales. This style of a website where you have a
parallax animated background, multiple layers, scrolling in and out, and everything is animating and transitioning. Bon, je vais interrompre de temps en temps pour discuter avec vous. Le parallaxe, est-ce que tout le monde voit ce que c'est le parallaxe? Non. Le scrolling, vous voyez ce que c'est le scrolling? Ok, le parallaxe scrolling, c'est quand on scrolle avec la roulette de la souris, il y a des éléments qui bougent plus vite que d'autres pour donner une impression de profondeur. Voilà. And moving may work for Apple because everybody knows Apple, and when people go to their website, they already know what they want to buy. They're already interested. So by seeing a couple of animations about headphones or the new MacBook, it doesn't really deter people from actually purchasing them. For most people, however, it doesn't work like that. For most companies, you need a website that primarily communicates. And there are a couple of issues with those fancy visuals. So how to make a website actually perform better? What is the reason for a website to exist? In most cases, the reason is to get people to click on the button as quickly as possible. The button usually leads to somebody buying something. So yes, as a business owner, I want as many people as possible to buy from me. Let's find out why this website is a lot better than this website on a couple of simple examples. That way you can make your websites better. I created a little diagram that shows how a website actually works and what are the elements along the path, including the best possible path the user can take. You can use this guide as a reference when making your own websites. Oui, donc je sais que vous n'êtes pas dans la création de sites web, mais vous êtes quand même dans la communication par le web. Donc il y a des choses à retirer ici, en fait. Hein. Il y a des choses à retirer. Vous avez vu le site web qu'il proposait en tant que site web qui fonctionne, le site web moche. Il a même été jusqu'à utiliser la police Comic Sans. La police Comic Sans qui normalement est bannie, qui est vraiment la police ver de terre de Microsoft, donc en forme de ver de terre, qu'on n'utilise jamais. À moins, voilà, on laisse ça aux petites associations qui ne savent pas ce qu'elles font au niveau communication. Mais là, il a montré un site web qui, d'après lui, fonctionnerait mieux qu'un site web avec un beau design. Donc, ce qu'on voit ici peut être appliqué à toute communication, y compris la communication sur papier. Vous faites des flyers, ça peut être intéressant de constater que on a parfois plus intérêt à être simple et direct plutôt qu'enrober ça dans du graphisme lourd. Et voilà. The best path is always when a user actually already wants your product, goes to your website, and clicks on the buy button in the first few seconds. This is the golden route, and this is something that can also mess up your analytics because you might think that people are so excited by your product that they're buying it in 5 seconds. That's never the case. They knew about it previously. A more typical route is a little bit longer. It takes a little bit of convincing on the website to make it work. The convincing happens on a couple of different levels. The most important one is clarity. When they enter the website, they need to be able to understand why your tool or your product or your app is the best out there for their needs, and they need to do it in the first 4 or 5 seconds. Which means that your copy has to be extremely clear, very to the point, and potentially also taking care of all the little doubts they have. That's why some of the better performing websites actually have quite a lot of copy. They have one big slogan at the top, and then they have a couple of smaller points right above the bottom. This is cluttered, looks a little bit clunky, it doesn't look as aesthetically pleasing, but it seems to perform better. And that's the whole reason a landing page exists. Now, if you have a convincing copy, the next thing you need is social proof. And that can come in a couple of different forms. The most obvious is testimonials from your previous clients. Practically every website needs that because nobody wants to be the first to the party. They all say they want to kind of go the new paths, but nobody really does. They want others to try your product first, to be sure it works.
Let others take all the risk. So when you have a lot of testimonials and reviews and they're all positive, it is convincing people to jump onto that group as well. Another thing is that if you have any reach or are pretty well known in any circles, then adding who made your product and who made the website can be a good idea because it shows that there is a serious team of people behind it. Another thing is awards and different kinds of scores. So if you've been rated 5 stars by some blog that is rating products in your category, write about it, show it. If your customer average score is 4.9, also add this. And the last thing, and something many people kind of forget, is sheer numbers. This is what we do in the header of our platform. We basically show how many projects and how many people are on there right in that slogan. That gives people the social proof so they know that the platform is alive and has a lot of people, a lot of projects, so it's worth registering. If your website is unclear in any way, you should upgrade the copy first. This is what people are actually reading if they are going to spend money. And there are billions of ways to do it, and likely asking AI to do it for you is not going to be the best way. Chances it's going to be converting better and performing better are quite low. It's really best to listen to your users and to listen to your own thoughts as the person that made the product, because you should actually have the perfect copy somewhere in your head. You just have to dig through to get it. And once you find it, test it. See how it performs, then tweak it or make an A/B test with. D'accord, là il dit de faire un test AB. Est-ce que quelqu'un ici voit ce que ce sont les tests AB? C'est plusieurs possibilités. Ouais, c'est en marketing, ça vient du marketing. Quand on met au point un produit, on peut utiliser donc un panel d'utilisateurs type qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit. On leur met 2 produits en fait. On leur met à disposition 2 produits et on leur demande lequel est le meilleur des 2, le produit A, le produit B. Mais sauf que ça marche pas très bien quand on fait ça. Les gens ne savent pas souvent bien décider, et ils tergiversent. Et donc, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Les tests AB, on fait 2 groupes expérimentaux. Un groupe qui va recevoir le produit A, un groupe qui va recevoir le produit B. On teste leur réaction à chacun et puis on voit par statistique quel est le produit qui remporte le meilleur engouement. Voilà. Donc les tests AB, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de se triturer la tête à essayer de trouver le produit parfait, mais faisons des tests. On a 2 versions du même produit, du même site web, du même design, et on teste pour voir lequel est le meilleur. Dernièrement, YouTube a mis au point quelque chose de similaire. Vous voyez de quoi je veux parler? Ils ont mis quelque chose de vraiment très similaire au test AB pour voir qu'est-ce qui emporte le mieux. Non, pas les shorts, non. C'est quelque chose d'assez récent, ça date d'il y a moins de 6 mois, c'est en 2024. Des vidéos qu'on nous propose? Non, c'est pas ça. C'est vraiment un truc, vous êtes passé à côté apparemment. C'est pas sur YouTube. Vous n'êtes pas sur YouTube. Pourtant, c'est une plateforme qui va devenir... C'est quelque chose, mais c'est là. Ah, pour communiquer, non. Ah non, vous n'aimez pas, c'est Yvel. C'est ça? Vous n'aimez pas? Je n'aime pas le prospect. Vous savez que ça va remplacer la TV, ça devient vraiment très très gros, ça va remplacer... T'es tendu, hein. Ah ouais. Meta propose dans les publications Facebook, par exemple, de se mettre 2 publications, ça a été aussi AB, et comme ça, on sait laquelle. Voilà, mais c'est ça sur YouTube, en fait, ce sont les miniatures. Les miniatures, créer des miniatures. Donc avant qu'on clique sur la vidéo, là, vous voyez la miniature, qui fait à peu près, dans sa taille maximale, je pense que ça doit être 400 pixels, mais c'est votre de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, mais la miniature qui peut coûter des milliers d'euros. Il y a des gens spécialisés dans la création de miniatures pour les influenceurs. Les influenceurs peuvent payer quelqu'un 1000, 2000, 4000 euros pour créer une miniature qui va amener du clic. Eh bien, maintenant, YouTube propose de tester différentes miniatures et de voir laquelle fonctionne le mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu du test AB. Voilà, avec des statistiques, des retours sur expérience. Voilà, il y a des statistiques
Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Forcément, si vous vous intéressez pas extrêmement à YouTube, voilà. Donc, ta fille de 12 ans est toujours sur YouTube. Attends, Ah, moi, j'ai 3 filles, elles sont aussi beaucoup sur YouTube. j'ai l'impression que c'était passé. Que c'est dépassé. Ah, mais non, ça se développe. J'espère qu'on voit quelque chose du tout. Ouais, je vais aller sur YouTube, c'est sûr. Il y a TikTok qui, évidemment, est la grande application pour l'instant, mais YouTube, avec ses shorts, c'est un peu planté, mais pour des vidéos plus longues, ça reste intéressant. Mais c'est vrai qu'on a dit que ça allait péricliter, que ça allait être moins intéressant, que ça allait être concurrencé, mais apparemment, ça rebondit bien. Ça rebondit bien, ça va vraiment remplacer beaucoup de chaînes de TV. Ça fait des années qu'on le dit, mais la télévision traditionnelle linéaire, hein, comme on dit linéaire, oui, vous comprenez le terme linéaire, le média linéaire, tout le monde voit. Faites bien de le dire quand vous ne voyez pas. Un média linéaire, ça veut dire que c'est un flux continu et vous n'avez pas le choix d'aller en arrière, de choisir ce que vous voulez regarder. C'est sur la chaîne. Hein. Regardez une chaîne, vous n'avez pas le choix de regarder autre chose que ce que la chaîne propose. C'est linéaire. Voilà. C'est ça qu'on appelle un média linéaire. Donc tout ce qui est média linéaire. Mais là aussi, il faut tempérer parce qu'apparemment les jeunes regardent quand même encore la télévision de manière assez surprenante. Tu n'es pas abonné à YouTube par hasard. Tu n'as pas l'abonnement. Moi, je peux te dire que je l'ai. Je suis pas là pour faire la pub de YouTube, loin de là. Google, j'aime pas trop leur politique où quand on fait quelque chose, ils ferment des chaînes YouTube avec 50 000 utilisateurs. C'est la folie, sans aucune raison. Et il y a plein de problèmes chez Google au niveau relations clients. Donc, quand on a une chaîne YouTube, on n'est jamais certain qu'elle va pas être fermée pour une raison ou pour une autre idiote. Donc, je le précise parce qu'on a l'impression peut-être que je fais la pub de YouTube, mais donc moi j'ai quand même pris l'abonnement et je ne le regrette pas. Ça fait plus de 5 ans que j'ai l'abonnement. Ça fait plus de 5 ans que dans ma famille, sur tous les appareils, télévision, donc chaque personne a à peu près 5 appareils différents. Sur tous les appareils, on voit les vidéos sans publicité. Mais évidemment, ça coûte 18 € mensuels. Mais c'est 18 € pour toute la famille. Donc, mais franchement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que c'est ce qu'il y a de pire, les publicités. Voilà. Vous avez pu regarder mes vidéos sur YouTube, alors un peu. Est-ce que vous avez vu des pubs avant les vidéos ou sur les vidéos? Ça m'intéresserait que j'ai votre feedback. Normalement, j'ai désactivé dans les préférences de la chaîne, j'ai désactivé l'affichage des publicités personnalisées. Donc, ça devrait déjà limiter le nombre de publicités que YouTube met sur mes vidéos, malgré qu'elles sont non monétisées. Hein. Parce que j'ai eu le cas avec une collègue qui diffuse des vidéos à des gens qu'elle forme et je lui ai dit, mais j'ai eu un feedback, il y a des pubs, ils doivent attendre 30 secondes avant de regarder la vidéo, ça va pas, quoi. Sur les directs, il y a des pubs aussi, non? Pardon? Sur les directs. Sur des directs, je ne sais pas. C'est comme une tu regardes sur YouTube et je trouve que j'avais des pubs. Non, mais en tout cas, elle avait des pubs sur YouTube sur ses vidéos. Et apparemment, les formés, les apprenants me disaient que sur les miennes, il n'y en avait pas. Et donc, moi, j'ai désactivé une fonction dans YouTube pour empêcher ça. Mais évidemment, du coup, la chaîne n'est pas monétisée, mais elle n'était pas à l'origine de toute façon. C'est une chaîne éducative. J'ai pas envie que des gens puissent, voilà, sans me prévenir, mettre des vidéos, des publicités sur mes vidéos. Voilà, donc petite parenthèse que je termine sur l'avantage de l'abonnement YouTube, c'est un investissement, c'est à réfléchir. Mais les pubs, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Même si c'est ça qui rapporte. Donc, on va continuer. Avez-vous des réflexions, interrogations? Je continue là. A different kind of copy and constantly test it because you never know what's going to work. Sometimes something completely unexpected does. Another problem with those overly beautiful websites is that they take forever to load. People don't have the time. If I have to wait 40 or 30 seconds for a website to load, chances are I'm going to actually switch it off and go to a different website.
And I'm not even gonna see your fancy, beautiful parallax animations at all. The next thing on the list is cognitive overload. If everything is moving and animated and flashing and kind of jumping right in your face, we get overloaded. Our brain has a pretty limited processing power, and the more stimuli come from the outside, the less we want to be in that situation. Donc, très intéressant et applicable à tout ce qui concerne le graphisme et la communication. La surcharge cognitive, en anglais le cognitive overload. Le fait que les gens ont, comme il le dit, une capacité réduite à traiter beaucoup d'informations et donc, quand il y en a trop, c'est contre-productif. People will go out of a website if it's too overwhelming. If everything is moving and distracting you from the main action, you're not going to take that action. This is why the best performing websites have barely any animation. Look at Linear, a very popular example. They went from really crazy animations in the header into just a simple isometric platform view just kind of showing up. There are no micro animations happening in there. That's because they want you to focus on what the platform can do for you and click the button. But of course, there is a level of aesthetic that is necessary to achieve. Yes, it was a little misleading. It's not that landing pages need to be ugly to perform better. They need to be made with the proper focus, and the focus should never be on fancy animations and transitions and everything moving. All those things will contribute to lower clicks and lower conversion. Obviously, the website has to be beautiful, and it can be beautiful even with extra information above the fold, and even if there isn't really enough white space. You just need to plan for everything, use consistent typography, and use all the psychological principles that we're aware of. You can use the gaze principle I talked about in the previous video in the series. You can have the characters pointing at something and potentially looking at it, or looking at you and pointing at something, and that way your eyes will draw the attention, but then it will shift to the hand, and the gaze will follow the pointed finger. You know what to do. You can point at the CTA button. And how I think those ugly websites do well is they make the CTA button a single color, meaning. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le CTA, le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Donc, le but, c'est que les gens cliquent sur un bouton. Et donc, il est en train de dire que le bouton, s'il a une couleur vraiment différente du reste de l'interface, c'est bien, parce qu'on ne voit plus que ça. Autre chose, il a parlé des blank space, donc les espaces vides. Donc, il dit que c'est pas si grave si votre site web n'a pas d'espace vide, parce que c'est une règle en graphisme. Normalement, on doit créer l'espace vide. Si vous regardez un beau magazine sur la mode ou des choses comme ça, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'espaces vides. C'est pas du remplissage de texte ou de photos. Il y a beaucoup de blanc. Ça augmente le côté haut de gamme. Mais donc, lui est en train de dire qu'un site web qui fonctionne, c'est pas nécessairement un site web qui a beaucoup d'espace vide, comme on le voyait d'ailleurs dans l'exemple du site avec la fusée, le parallaxe scrolling. Donc, et quand on parle d'espace vide, c'est pas nécessairement du blanc. Ça peut aussi être une photo, un ciel, des endroits, des grandes plages où il n'y a pas beaucoup d'informations à regarder. It's a color that only exists in the bottom on the website, nowhere else, especially nowhere else in the header, and it's the most visible, most standing out color of them all. That leads to your eyes instantly focusing on the bottom, and that is also a factor that can increase conversion. The problem with our Rocket landing page is that it takes 8 seconds for the header to completely load and show everything. If we put it online, it would take an extra 20 or even 30 seconds to load everything, because these are all beautiful bitmap images and the copy is completely unclear. Plus the button is so vague, it doesn't really tell you why you should click it. All of that fancy animation and all those beautiful graphics don't bring any value to the users, don't tell them what problems they're solving and how, and it's basically not convincing. While it may look good, it just won't work. All of the problems that I mentioned today can be fixed. And once you fix them, by either making your website more aesthetic, loading faster,
after removing animations, removing cognitive load, making clearer copy, which is the most important one, always remember to test. Deploy the website, make an A/B test, or just test it live on production, see what happens, see how many people click, and then tweak something. Ching. Très intéressant ce qu'il raconte là. Donc, faites des tests AB, faites différentes versions du site web, voyez comment les gens réagissent, du site web ou de toute communication. À partir du moment où c'est numérique, vous pouvez le faire sans que ça coûte. Évidemment, si c'est pour l'impression, ça va coûter plus cher de faire différentes versions. Mais le numérique permet ça. Les applications, voilà, vous faites des applications, vous avez la possibilité de faire différentes versions et voir lesquelles fonctionnent le mieux, les tests AB. Mais alors, quelque chose de très intéressant qu'il a dit ici, c'est que pendant que les gens utilisent votre application, votre site web, votre communication numérique, vous pouvez voir comment ils réagissent et corriger le produit. Parce que c'est une erreur habituelle quand on fait des produits numériques et même quand on fait des produits de manière générale, c'est de vouloir que le produit soit parfait avant de le diffuser. Il faut pas. Il vaut mieux ne pas trop attendre avant de diffuser quelque chose, surtout si c'est quelque chose à propos de l'actualité, quelque chose, une idée que vous avez, que vous développez. Il vaut mieux être le premier à la sortir, même si le produit numérique ne fonctionne pas de manière nickel. Alors bien sûr, si on parle d'un vrai produit dans la vraie vie, un batteur de blanc d'œuf en neige, s'il fonctionne pas super bien, ça va poser un problème. Mais le numérique, les applications, vous pouvez faire des tests et corriger. Donc, surtout, n'attendez pas que ce soit parfait. Utilisez les utilisateurs pour avoir du feedback et corriger le produit au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode. Le bêta, finalement, c'est que ça. Bon, c'est une version bêta, non? C'est une version bêta, oui, en quelque sorte. Mais sauf que la version bêta, en principe, elle est limitée au niveau du nombre d'utilisateurs qui y touchent. Tandis que là, on parle vraiment du produit qui est utilisé par tout le monde. Donc, ça peut être pour plein de choses, produits numériques que vous faites. Le numérique permet de corriger en cours de route, donc n'hésitez pas. Change the copy, change the bottom color, see how many people click them. It's a never-ending journey of modifying and changing and seeing what performs and what works. It's a lot easier to modify and change a rather simple website than removing or tweaking animations every single time in every little piece of the header. A good rule of thumb is to use a single little animation in the header so it's not distracting and make it into an animation that actually guides the eye of the user. So it has to move in the right direction. In many cases, the animations are vertical, and we already talked about it in the previous video, how vertical animation follows your gaze up and down, and we should be going left and right to read the copy and get to the bottom. Donc, il dit d'éviter les animations qui vont de haut en bas parce que le regard doit aller de gauche à droite vers le call to action. Il a parlé aussi, si vous voulez absolument mettre des animations, mettez-les dans le haut de la page. Donc, voilà, pour venir en support de la communication qui se trouve en dessous, mais l'animation n'est pas l'élément principal. By going up and down, we're just getting away from it, distracted, annoyed, and not willing to click. And one last thing that's also really important with landing pages, I'm gonna show you on an example. You need to know your audience because... Ça, c'est très intéressant. Il va montrer un site web qui est destiné à des décideurs dans un hôpital. Donc, pas à des clients, pas au personnel, mais aux dirigeants. Et vous allez voir que le site web est assez peu ergonomique, il est très chargé. Donc, beaucoup d'informations pour convaincre de passer à un système informatique nouveau. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir. All the audiences are different. Sure, most people have 8-second attention spans. They want their problem explained and a solution provided and all that shoved right into their face as quickly as possible. That means you need to simplify, and simplify some more. But there are some specific
specific industries and some specific products, especially more expensive products that are business oriented, that don't follow the same rule. We worked on a rebranding and a redesign for a medical startup, and in that case, the target audience is the directors of hospitals. These are people that don't take these decisions lightly, because jumping onto a new system can be a pretty daunting step. So in cases like that, the landing page can actually be pretty complex. You can have multiple sections where you have subsections and even menus that show different reasons for it. So it doesn't have to be all front and center, it doesn't have to be super simple, and it can even have sub-pages that are landing pages in their own right. Because for a difficult decision like that, those people want to be 100% sure. So they're all gonna read everything you put on their website. Sure, you still need to use the right principles to guide them, make it visually appealing, and most of all, you need to make it convincing. Focus on getting the aesthetic usability effect in place, but don't overwhelm your users with fancy visuals, which are one of the most popular kinds of tutorials that they make online. And you know what? They're completely useless. Thanks for watching this long. Voilà, donc avez-vous des remarques, questions, interrogations philosophiques? J'espère que ceci vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. Pour moi, je pense que c'est intéressant parce que ça, c'est transposable à beaucoup de communication par le visuel. Ouais. Pas de questions? Ok. Alors, challenge Illustrator. Donc, le travail de Martin, voyons ça. Ah oui, tu as mis l'image derrière en... Quelquefois. Ah oui, en modèle. Oui, ça ne se fait plus trop, ça peut être intéressant, mais généralement, maintenant, on met l'image sur un calque normal, l'image modèle, et on joue dans la palette de transparence pour diminuer son opacité. On n'a pas vraiment de nécessité de ce calque modèle. Mais c'est intéressant de savoir que quand vous voyez ça dans la palette des calques, c'est un calque modèle. Ok, donc on en est là, voilà. Alors, donc si on travaille sur ce calque-là et qu'on met derrière quelque chose en couleur, objet, disposition, arrière-plan, ça marche. Ok. Mais par contre, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ah, mais le bon résultat. Ça, là, d'accord. Le bon résultat, c'est pas celui-là. C'est celui. Ok. Regarde, Ok, donc c'est celui-là, en fait. Oui, celui-là. Ok. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça devrait le faire. Je donne. Ouais. C'est. Hop, Let's go, voilà. Let's go. Ouais. Non, mais les problèmes. Oui, tu as même repris les mêmes caractères, c'était pas obligatoire. Tu as repris la même police. Tu as trouvé la police? Ok. Bon, mais ça, c'est bien. C'est du vectoriel. Si j'affiche en vecteur, c'est bien du vectoriel. Ok. Donc, bien. Tu y es arrivé. Ça n'a pas été trop difficile? Bon. Ouais. Une fois que tu as mis les deux caractères, les entrelacements, est-ce que tu pouvais encore bouger les caractères par rapport au cercle ou c'était plus possible? Si, oui. En fait, si je fais de bêtises sur du plan de travail, il y a encore des caractères multi-chaires de tout. Ah oui? Ok, on va aller voir ça. Dans le calque 1. What? Calque. Voilà. Ah oui, là. Ok. Tu pouvais encore les bouger, mais sans voir l'effet d'entrelacement. Ouais. Voilà. Il y a une solution pour les bouger et voir l'effet d'entrelacement et encore décider comment les choses s'entrelacent. Now, yes. Ok. Donc, Donc, tu as utilisé une fonction particulière pour arriver à faire ça?
selon le cap modèle, c'est risqué à chez je vectoriser, je vais faire des cadastres. Un décalage, ah oui. Ouais. Puis, utiliser plusieurs plateformes de jeu picturé. D'accord. C'est vrai qu'il faut avoir un petit sur le dossier, mettre en course, et jouer avec certainement l'objet. Ah, bah t'as la bonne piste. C'est vrai qu'il y avait une autre solution, certainement. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'être arrivé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, le mail. Voici l'image de référence pour le challenge Illustrator de ce samedi 26 octobre. Image ci-jointe. Essayez de refaire quelque chose de similaire. 2 caractères de police script, pas nécessairement la même police, hein, c'est juste du script, qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent aussi avec un cercle qui n'a pas la même épaisseur partout. Ceci pour s'intégrer mieux avec les 2 caractères de police script. Donc le cercle n'a pas la même épaisseur partout parce que les police script non plus. En moins de 15 minutes, ça peut être fait. 15 minutes, c'est large. Notez qu'autour des traits noirs, c'est de la transparence. Donc si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas un drame. Essayez. C'est un challenge. J'appelle ça un challenge parce que justement, ce n'est pas si évident que ça. Et peut-être que l'une ou l'un va y arriver. Les autres vont morfler. C'est normal. Donc voilà l'exemple. Ce qui m'intéresse, c'est donc qu'il y ait 2 caractères script qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent aussi avec un cercle. Comment est-ce que vous allez faire ça? Et vous voyez donc forcément, pour montrer qu'est-ce qui est devant et qu'est-ce qui est derrière, c'est en une couleur, je n'ai pas précisé, mais il faut faire ça en une couleur comme l'exemple. Et pour montrer ce qui passe devant et ce qui passe derrière, vous avez des espaces logiques. Hein. Ça, c'est très souvent que vous avez comme ça des espaces qui montrent ce qui passe devant et ce qui passe derrière. Bon, je vous ai envoyé un mail que vous avez reçu déjà. Le dossier de rendu CRC2 ATE 2425. Attention à ne modifier que le contenu de votre dossier. Il y a un lien. Je clique sur le lien. Ça m'amène vers un Google Drive dans lequel il y a vos dossiers avec vos prénoms. Voilà. Donc, je vous dis bien, mettez-y tous vos documents créés durant les cours, pas seulement le résultat final, mettez-y tous les fichiers intermédiaires. La nomenclature imposée pour le dossier de chaque cours. Pour le cours du 26 octobre, par exemple, mettez vos documents bien classés dans un dossier dont le nom commence par M10J26. Idem pour les autres cours, le nom pour chaque cours commence par M, puis le numéro du mois, puis par J, puis le numéro du jour, puis CRC2 ATE. Pour ce qui est de l'intérieur du dossier correspondant à chaque cours, classez cela correctement pour que ce soit compréhensible, mais quant au nom à utiliser, vous êtes libre. Donc la nomenclature, c'est juste pour le nom du dossier du cours. Après, dedans, vous classez, je ne vous impose pas de nomenclature. Attention, gardez bien de votre côté ce que vous avez déposé, car vos documents pourraient disparaître sur le drive. Et dans ce cas, je vous les redemanderai. Et si vous ne les avez plus, ben vous devrez les recommencer en vous servant des consignes et des vidéos. C'est très clair. Il y en a qui s'y sont fait prendre. Ils n'ont pas pu faire de recours parce que dès le départ, c'est dit, vous gardez vos documents. Ceux et celles qui n'étaient pas présents à un cours doivent suivre le ou les cours à l'aide de son ou ses enregistrements, voir les mails reçus à ce propos, et c'est également dans la partie ressources sur e-learning. Donc les liens vers les enregistrements des cours sont dans des mails que vous avez reçus et sur e-learning dans la partie ressources.